Bien, mesdames, messieurs, marhaba bikoum. Chez Maya Digital et chez Lozim. Donc Lozim, fidèle à son habitude de rendez-vous mensuel. Il faut dire que on a eu la proposition de Yasmina pour justement faire ce travail, on va dire, collaboratif entre elle et nous, sachant que c'est une partenaire depuis l'année dernière sur les assises de Lozim. Elle a fait une intervention qui a été superbement accueillie par l'auditoire des assises. Donc on a voulu réitérer en fait cette collaboration et il y en aura d'autres actions qui viennent dans l'avenir, Inch'Allah. Donc fidèle à ces rendez-vous de Lozim. Lozim, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est aujourd'hui quelque chose comme 80 entreprises, administrations, institutions et autres aussi écoles d'ingénieurs et de formation qui la forment. Et donc, la mission est essentiellement la promotion des technologies de l'information, de l'IT, du digital. Depuis peu, nous aussi communiquons, nous présentons un certain nombre de thématiques sur le big data, sur l'analytics, sur un certain nombre de thèmes d'actualité. Pas plus tard qu'hier, jusqu'à minuit, on a été à l'école Mohammedia pour parler avec un certain nombre d'éminents speakers sur le digital et sur son action sur la société, sur le citoyen, sur l'entreprise. Aujourd'hui, on va découvrir cette thématique sur une journée. Donc Yasmina va vous brosser une belle journée. Donc je vais la laisser présenter, on va dire, la cinématique de la journée. En tout cas, je vous remercie d'être là. Sila Arabi El-Mhamdi, qui est notre délégué général, pourra vous en dire un peu plus sur Lozim, sur nos activités, sur notre plan d'action 2017. Et je remercie au nom de Lozim et en votre nom, Madame Yasmina Belhassan, d'être parmi nous aujourd'hui, à laquelle nous souhaitons une longue vie, beaucoup de bonheur. Elle vient de fêter hier son anniversaire. Et donc Lozim, je crois qu'elle a préparé un petit quelque chose symbolique pour la remercier pour son implication et son engagement. Vous méritez plus et mieux, Madame Belhassan. Marhaba. Je crois qu'on va faire la photo. On va immortaliser. Merci. Marhaba. Merci. Donc, sans trop tarder, je laisse la parole à Yasmina. Merci Mohamed. Je vous remercie tous d'être là. Vous nous honorez de votre présence. J'ai vu la liste hier. C'est très agréable de partager ce qui relève plus d'une passion que réellement d'un métier avec vous. Je remercie infiniment Mohamed Saad et tous les amis de Lozim. J'ai beaucoup de plaisir à collaborer avec eux à chaque fois parce qu'ils ont des têtes bien faites et qu'ils adorent eux aussi ce qu'ils font. Ils sont passionnés. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que le matin, on va brosser un panorama rapide de ce qui se passe en communication digitale. On va voir les tendances, on va voir ce qui se passe dans le monde de la communication digitale, le marketing digital, l'importance pour les annonceurs et pour les marques d'être sur ce, je dirais c'est plus qu'un canal, on verra après pourquoi. Et l'après-midi, nous allons faire des ateliers pratiques. L'objectif, en fait, c'est que vous sortiez de cette journée en sachant à peu près, parce que c'est pas en une journée qu'on va vous transférer l'essence de notre métier, mais que vous puissiez parler avec des gens de la communication digitale en comprenant leur jargon, mais aussi leur façon de voir, et pourquoi pas pour certaines entreprises qui n'ont pas besoin de grandes campagnes digitales, pourquoi pas pouvoir gérer vous-même vos propres réseaux sociaux et votre propre communication digitale. Donc l'objectif, du coup, l'après-midi, ce qu'on va faire, c'est uniquement des ateliers pratiques. Ce matin, on va parler en général du digital. Si vous avez des questions, intervenez, posez-les, on en parle parce qu'on va essayer d'aborder des généralités avec des focus sur ce qui nous semble important. Mais si vous avez des questions, que vous avez entendu des mots, que vous avez besoin de démystifier certains concepts, vous n'hésitez pas, c'est interactif, donc vous n'hésitez pas. Alors, je me présente, mais je vais me présenter, je vais vous mettre tout de suite dans le bain de ce qui se passe aujourd'hui dans les tendances du digital.
parce que je vais me présenter, je vais présenter mon agence. Alors, il était une fois, je vais vous storyteller notre histoire. Donc il était une fois une petite fille qui avait 5-6 ans et qui s'éclatait devant la pub, je pense que tout le monde la connaît ici, ديال ناري ناري خليت البزبوز محلول. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Voilà. Alors, cette petite fille, en grandissant, a toujours été fascinée par la pub. Et puis un jour, il a fallu passer aux choses sérieuses. Donc, allez, on fait une branche scientifique, et puis on fait une prépa, et puis une école de commerce. On fait plaisir à tout le monde. On prend la voie classique, alors que tout le monde lui disait à cette petite fille, tu devrais faire de la communication, toi. Hein, tu aimes les pubs, tu es délégué d'établissement, tu aimes parler, tu aimes la raconter. Faudrait que tu fasses de la com. Non, moi je vais faire. La petite fille va faire autre chose, qui est devenue une grande jeune fille. Et puis elle prend le parcours classique, et puis les circonstances de la vie l'ont menée vers d'autres choses, vers une expatriation familiale. Et elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la com digitale. Alors, on est en 2008, c'est ça. Alors je vais commencer par quoi? La com digitale, c'est l'avenir, il faut prendre le train en marche. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer par peut-être apprendre ce que c'est. Donc, je me suis inscrite au MBA de l'Institut Léonard de Vinci, qui est actuellement classé premier en Europe, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'était très bien. J'ai rencontré les grosses pontes du marketing digital en France. Alors Catherine Barba à l'époque, Catherine Barba d'ailleurs qui avait émis une prophétie à l'époque, qui avait dit 2020 c'est la fin du e-commerce. Elle avait raison. Vous saurez pourquoi. Enfin, je vous expliquerai pourquoi après. On a vu les gens de Criteo. On était à peine au démarrage, aux prémices du reciblage, c'est-à-dire qui aujourd'hui est devenu le retargeting, qui est devenu une data. C'est-à-dire tout à fait importante, enfin, qui est devenue une donnée importante dans toutes les campagnes. Bref, j'ai vu tout ce monde-là, c'était sympa, il y avait du networking, mais réellement, le digital, on l'apprend sur le terrain. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas de vraie formation qui vous disait, voilà, c'est A plus B, on fait A plus B. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire que le digital, c'est A plus B. Personne. Quelqu'un qui vous dit, il y a une recette du digital, il a tort. Ce n'est pas encore, on n'en est pas encore, on a modélisé beaucoup de concepts dans le digital, mais on n'est pas encore au stade de dire c'est A plus B, et je pense qu'on n'y sera jamais. Voilà. Par la suite, j'ai fondé la première boîte, l'une des premières boîtes de vente en ligne au Maroc, qui est une petite boîte avec les moyens. J'ai fait une start-up dans le garage. Donc, entre guillemets, on appelle ça les start-up du garage. Donc j'étais toute seule et puis j'ai lancé ça, j'ai lancé la vente en ligne, j'ai commencé à vendre de l'outlet en ligne. Ça a marché, le temps que ça a marché. Et puis il a fallu plus d'argent parce que voilà, il fallait aller chercher 5 millions de dirhams. Et au Maroc, l'écosystème n'est pas très bon pour aider les startups. Alors lors de cette... et là on va rentrer dans l'histoire un peu de l'agence, les prémices de l'agence. Donc lors de cette première aventure dans le e-commerce, je cherchais des stagiaires et puis j'ai rencontré une autre jeune fille qui est assise derrière, qui s'appelle Safia, qui a démarré avec moi là-bas en tant que stagiaire. Voilà. Elle aussi, à l'époque, le digital en 2012, on était encore aux prémices au Maroc. Ça va très vite, ça fait que 5 ans. Mais en 2012, on était très très peu à faire ça. Donc Safia arrive, et puis après, j'ai pas réussi à faire ma levée de fonds, je suis allée jusqu'à la levée de fonds, le projet a été sélectionné, enfin bref. On est parti très loin, ça n'a pas marché. C'est là qu'on commence à comprendre le mind des entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, hop, on y va. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on va pas réussir une autre fois. Je replonge dans le conseil en communication digitale. Chacun prend sa route. Et puis en 2015, on m'appelle parce qu'on a déjà travaillé avec moi auparavant sur des stratégies digitales, stratégies de communication digitale, et on me dit voilà, on veut que tu prennes le compte du Festival international du film de Marrakech, qui était from scratch. On devait démarrer from scratch. Et là, hop, on y va. Je dis, c'est l'occasion de créer ma propre agence. Parce qu'entre-temps, je suis passée dans le salariat, en agence de communication. Ça n'a pas matché pour des raisons, je dirais, plus de fonctionnement et de raisonnement.
parce que je fais partie d'une génération Y qui tend un peu vers la Z, où on n'accepte pas tout ce qui se dit et on n'est pas forcément dans les rangs et dans les rails. Donc, cette opportunité-là a fait que voilà, j'ai créé mon agence Maya Digital avec Safia, qui était l'une des premières. Donc, c'est une histoire quand même, voilà. Avec Safia qui a cru en moi, qui a cru en le projet et qui a voulu le porter avec moi. Et puis ensuite, c'était des rencontres, donc plein de rencontres. Lors de la première édition du festival, on a rencontré, il va sûrement débarquer à une heure qui n'est pas indue, un influenceur qui est Enes Bouktaya et qui est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus connus sur la place, qui nous a rejoints aussi au sein de l'équipe avec ses idées, avec sa fraîcheur, avec ses points de vue. Et puis ensuite, l'agence a commencé à grossir et puis on recrute essentiellement des jeunes qui viennent en général en stage. Nous ne demandons pas des compétences, nous demandons des personnalités et des potentiels aujourd'hui en agence de communication. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Maya Digital, c'est plus une pépinière avec plein de projets aujourd'hui dans le publishing, et puis une agence de communication qui travaille avec les marques, donc le Festival du film, Hyundai, Topicrem, plusieurs secteurs dans plusieurs secteurs d'activité, et qu'aujourd'hui c'est plus une pépinière de talents et de personnalités, et on essaye de faire exceller chaque personnalité dans son domaine, sans imposer trop de règles, mais bien sûr avec une qualité de livrable à la fin et en les sensibilisant à ce qui se fait de mieux pour le client. Donc je vous ai raconté en gros, je vous ai storytellé l'histoire de mon agence plutôt que de vous faire un slide et de vous raconter, de vous dire nous sommes l'agence, nanana, et voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Le storytelling, vous verrez, c'est l'un des axes les plus importants et les plus impactants dans une stratégie digitale. Alors on va commencer maintenant notre présentation. Alors déjà, le digital. Il y a 1 milliard de définitions pour le digital. J'aurais pu vous sortir celle de Wikipédia, j'aurais pu vous en sortir plein d'autres. Mais moi, ce que j'ai retenu du digital, au final, c'est que le digital, c'est ce qu'on touche avec les doigts. Évidemment, c'est le téléphone, si on bouge, voilà, c'est les tablettes. Mais réellement, qu'est-ce que ça cache tout ça? Moi, j'appelle ça le digital power. Imaginez qu'avec vos petits doigts, vous pouvez défaire, refaire la réputation d'une marque. Vous pouvez acheter, vous pouvez liker, vous pouvez vous engager, vous pouvez commenter. Vous pouvez faire énormément de choses. C'est le digital power. Ce n'est pas juste des nouvelles technologies ou juste un nouveau canal. Ce n'est pas que ça. Au départ, on l'a pris comme ça. On a pensé que c'était un nouveau canal qu'on a rajouté dans l'espèce de panier du multicanal, alors qu'en fait non. Aujourd'hui, on est dans l'omnicanal. On a toujours été dans l'omnicanal, mais comme souvent dans le secteur des nouvelles technologies, les usages précèdent, on va dire, la structuration du marché. Je ne sais pas si tu es d'accord, Mohamed, mais en général... Alors, le digital... Ah, très bien, d'accord. Alors, le digital est une révolution qui place le consommateur au cœur de l'action. Aujourd'hui, vous avez tous le pouvoir. Le pouvoir, il est chez le consommateur. À partir du moment où on comprend ça, on comprend tout dans le digital, dans la com digitale. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'est pas content, il va venir vous le dire. Et vous avez intérêt à faire attention à ce qu'il raconte. Parce que pour peu qu'il ait 500 personnes derrière lui, vous allez avoir 500 personnes qui ne sont pas contentes. Alors avant, il y avait une super data marketing qu'on ressortait à tout bout de champ. On disait, quand un client n'est pas content, il va le dire à 20 personnes. Et quand il est content, il va le dire à 40 personnes. Et bien là, je peux vous dire, quand il n'est pas content, non seulement il va le raconter à 500 personnes, mais en plus, il le fait sur votre page. Pour peu que vous ayez une fanpage de, je sais pas moi, 200 000 personnes, c'est 200 000 personnes qui vont être au courant, enfin, peut-être pas 200 000, mais une bonne partie d'entre eux, qui vont être au courant qu'il n'est pas content. Donc, avec le digital, le client est plus que jamais le roi. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Et vous devrez mettre au sein de votre communication, vous devrez mettre le client au cœur de
votre réflexion. Voilà. Alors, quelques chiffres pour évacuer la partie chiffres. Nous avons 18 millions d'internautes aujourd'hui au Maroc, 12 millions d'utilisateurs Facebook actifs, et il y a eu en 2016 11 millions de dirhams de transactions e-commerce. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est surtout les 12 millions d'utilisateurs sur Facebook, parce que 18 millions d'internautes, réellement, quand on a de ce qu'on retient nous de notre expérience sur le marché marocain, on retient plus que les Marocains sont vraiment plus sur les réseaux sociaux que réellement sur Internet. Là où en Europe, les gens cherchent, vont sur des sites, sur le HuffPost, sur tout ça, nous, les Marocains, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font tout à partir des réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle de tous les réseaux sociaux. Bien sûr Facebook, le roi des réseaux sociaux, surtout au Maroc. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, qui n'est pas encore très utilisé, mais qui a un potentiel extraordinaire pour tout ce qui est transformation transformation réelle, quoi, transformation de lead. Vous avez maintenant Snapchat qui a fait une grande percée en 2016, qui aussi devient un réseau social très exploité par les marques. Vous avez YouTube, il faut savoir qu'on est dans le top 10 de la région MENA des utilisateurs de YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, le Maroc est souvent sur YouTube, ce qui n'est pas étonnant. Voilà, donc ces 12 millions d'utilisateurs Facebook, imaginez que vous avez accès à 12 millions de personnes et que vous pouvez leur parler. Et c'est ça qui est quand même remarquable aujourd'hui dans le digital. On va parler aussi des indicateurs classiques des réseaux sociaux, parce qu'on va souvent en parler par la suite, et parce que je pense que ce sont des termes que vous écoutez souvent, que vous entendez souvent, dont on vous parle, et on va essayer de les expliquer. Alors peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, mais on va les expliquer un peu plus. On a retenu les plus importants et ceux qui sont les plus communs aux différentes plateformes sociales. Donc, vous avez le reach. Alors, qui a déjà entendu parler du reach ? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler du reach. Voilà. Le reach, la portée. En gros, c'est la portée. C'est un indicateur. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important ? Parce que, avec les outils technologiques dont disposent ces plateformes sociales aujourd'hui, ils arrivent à vous dire quelles sont les personnes, quel est le nombre de personnes qui ont vu votre publication, versus les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois où votre message a été diffusé, affiché. Si on devait faire une comparaison sur le offline, c'est-à-dire dans les médias classiques, c'est comme si les impressions, c'est vous mettez un grand 4x3, et puis il y a des gens qui passent. Alors, vous, cette personne qui passe, vous ne savez pas est-ce qu'elle a vu ou elle n'a pas vu. Mais votre panneau, il est là. On peut dire que c'est un peu ça, une impression. Donc, vous pouvez avoir 1 million de personnes qui passent, mais sur ces 1 million, vous en avez à peine 150 000 qui ont peut-être vu votre message. Donc ça, c'est les impressions. Le reach, c'est le nombre de personnes qui ont vu vos publications. C'est sur ce 1 million de personnes qui passent devant votre panneau, c'est ces fameux 150 000 qui vont lever les yeux et qui vont voir votre panneau et qui vont peut-être ou pas le lire. Mais alors la magie du digital, c'est que sur un panneau publicitaire ou sur une pub à la télé, ils ne peuvent pas faire un like, ils ne peuvent pas interagir. Ils peuvent tout juste regarder. Et vous pouvez faire des projections, dire oui, alors là, il y a 500 personnes qui passent par heure, donc forcément, il y en a. Là, vous avez la data. On sait combien de personnes ont vu votre publication, on sait combien de personnes l'ont liké, ont interagi. Donc, on n'est pas du tout dans l'incertitude des médias classiques. On peut comparer aussi le reach, peut-être à l'audimat, quand on met des petits boîtiers chez les gens. Voilà. C'est là où on arrive à savoir, ah ben, il a vu notre pub. L'engagement. Alors, si vous avez des questions, parce que vraiment, ces 2 slides, pour moi, ils sont très très importants aujourd'hui dans la communication digitale, vous n'hésitez pas. Madame. Moi, j'ai une question sur la première slide. En fait, si vous connectez l'analogie avec un post Facebook, sur Facebook, est-ce que les impressions, c'est 500 ? Pour calculer, je poste quelque chose sur Facebook, d'accord ? Et j'ai 500 friends, admettons. Les impressions, c'est 500. Je devais calculer.
C'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir forcément les 500 impressions, parce que bien sûr que Facebook limite volontairement, on va dire, la portée des publications, et que donc il faut sponsoriser un petit peu, d'accord? Et non, c'est pas lié à vos nombres de friends, parce que ça peut dépendre de la façon dont vous allez sponsoriser. Vous allez soit mettre je veux sponsoriser auprès de mes amis, ou bien je veux sponsoriser auprès de mon audience propre, ou bien les amis de mes amis. Donc ça dépend de ce que vous allez mettre. Et si j'ai vérifié que ce soit uniquement mes amis, est-ce que je peux considérer que c'est 500? Non, non, L'impression. non. Vous pouvez en avoir beaucoup plus. Parce que l'impression, vous pouvez avoir un ami qui va voir 10 fois votre post. Et du coup, exactement, ouais, tout à fait. Si Oui. jamais quelqu'un passe la page, Oui. et il la passe vite, du coup c'est quasiment sûr qu'il n'a pas lu. Est-ce que c'est comptabilisé comme ça? Alors, nous ne connaissons pas les mystères des algorithmes de Facebook, mais je pense qu'il doit avoir des indicateurs, c'est-à-dire quand vous êtes au tiers de la publicité, que vous restez plus de 2-3 secondes, ils ont certainement un algorithme qui leur permet justement, moi aussi je me suis souvent posé la question, mais je ne trouve pas la réponse, et c'est pas eux qui vont nous la donner, mais certainement qu'ils ont comme ça des algorithmes qui permettent un petit peu de capturer le comportement du fan. Voilà. Donc, et en général, c'est assez précis. Voilà. Alors, l'engagement. Tout le monde se bat pour un bel engagement. Alors, il fut un temps où ici, on voulait des impressions parce qu'on avait, au Maroc, on demandait des impressions parce qu'on était encore sur l'affichage premium, donc l'affichage sur les sites web. On vous vendait de l'impression, du CPM, et pas du tout de la performance. Personnellement, je ne suis pas très pour ce genre de choses. Je préfère des outils comme ceux-là qui nous permettent d'avoir de la data précise, on sait qui a vu notre pub, bref. L'engagement. L'engagement, les interactions, c'est quel est le comportement qu'a eu le consommateur face à votre publicité ou face à votre contenu. On ne va pas parler de publicité, parce qu'on peut avoir des contenus qui sont plus subtils, qu'on appelle des native ads, des choses, on va dire, un peu plus subliminales aussi des fois. Donc, l'engagement, c'est la personne... Alors, premier engagement, on va partir par ordre de qualitatif, du moins bon au meilleur. Le clic, tout simplement. La personne, elle a cliqué, elle est rentrée. Et ça veut dire quoi? Quand elle a cliqué, ça veut dire qu'elle a cliqué sur votre post. Soit elle est partie carrément sur votre page le voir, soit si votre post il est ailleurs. Bref, elle a cliqué sur ce post. Mais elle a juste cliqué. Mais c'est déjà bien, parce que non seulement ça veut dire qu'elle a vu, mais en plus ça l'a suffisamment intéressée pour qu'elle clique. Maintenant, est-ce qu'elle est repartie tout de suite? Est-ce qu'elle a lu? Est-ce qu'elle s'est approfondie? C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Suivi, le like. Alors en plus maintenant avec toute la panoplie de likes, le petit cœur qui a le vent en poupe d'ailleurs aujourd'hui, je crois que Love is in the air sur le digital. D'ailleurs le hashtag Love était le hashtag le plus utilisé cette année sur les réseaux sociaux. Donc vous verrez souvent les petits cœurs, les gens qui like avec les petits cœurs, celui qui sourit, celui qui est pas content, celui qui pleure. Ça c'est de l'interaction entre guillemets qui est facile à obtenir pour tout le monde, même pour nous en tant qu'agence, c'est assez simple. Ensuite, on a le commentaire. Alors le commentaire, ça veut vraiment dire que la personne, elle est vraiment impliquée parce qu'elle commente ce que vous racontez. Le commentaire est important parce qu'il permet aussi de donner le point de vue, le point de vue du fan. Il apporte un point de vue, il crée aussi le débat. Donc souvent, ça crée le débat. Alors quand vous avez une bonne ligne éditoriale, que vous êtes apprécié de vos fans et que vous avez un mauvais commentaire, par exemple, enfin un commentaire négatif, alors le top, c'est quand votre propre base fan prend votre défense, que vous n'avez même pas à intervenir. Là, c'est que vraiment vous êtes la crème de la crème et que vos fans vous adorent. Et puis, le roi, je dirais, des engagements, c'est le share, c'est le partage. Pourquoi? Parce que c'est ce partage qui va vous permettre de faire tourner votre pub et qu'elle soit vue le plus possible. Et c'est évidemment l'indicateur le plus difficile à obtenir. Parce que le partage implique chez le fan une réaction qui est de l'ordre de l'émotionnel. Voilà. Tout ce qu'on a vu là, c'est de l'émotionnel. Juste le partage, c'est encore plus, c'est j'aime tellement, ou alors c'est tellement horrible, ou alors ça me fait tellement marrer,
que j'ai envie de le partager avec mes proches, avec mes amis, avec mes collaborateurs, avec voilà, mes collègues. C'est-à-dire c'est vraiment une action qui est encore plus engageante parce que je partage ce contenu, je m'engage sur ce contenu. Je ne suis pas juste sur la page, je suis en train de commenter. Là, vraiment, je suis en train de dire à mes potes, regardez ce que je regarde, regardez ce que je vois. Donc, c'est une action qui est beaucoup plus engageante, qui est la plus engageante. C'est celle que recherchent toutes les marques. Et puis, pour pouvoir avoir des contenus qui se partagent facilement, là, il faut se creuser les méninges. Mais ça existe. Le taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement, c'est ce qui permet d'évaluer la qualité de votre campagne sur les réseaux sociaux. Le taux d'engagement, c'est votre interaction sur la portée. Les interactions sont apportées par deux choses. La qualité de votre contenu et la qualité aussi de votre campagne média, de l'appui média que vous allez mettre. Ils sont indissociables. Vous pouvez avoir un très beau contenu et avoir un ciblage à côté de la plaque, vous n'y arriverez pas. Voilà. Vous aurez un ciblage qui est à côté de la plaque, donc ça n'intéressera personne. Vous pouvez mettre 1 million de dirhams sur une pub qui est nulle, et ben vous aurez juste perdu 1 million de dirhams parce que vous n'aurez pas les interactions qu'il faut. Donc il y a une combinaison aujourd'hui entre le contenu. En revanche, si vous pouvez avoir, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, si vous avez un superbe contenu, vous n'avez même pas besoin de le sponsoriser, mais c'est rare. Voilà, on va pas raconter d'histoire. Donc votre taux d'engagement, c'est vos interactions. Donc c'est la somme des shares, des likes, des comments, des clics. Il y en a qui intègrent les clics, il y en a qui ne les intègrent pas. Alors quand on est une agence et qu'on a envie de bien se faire voir, on les intègre, parce qu'en général c'est le chiffre le plus élevé. Et aujourd'hui, on peut même intégrer les vues sur Facebook. Une fois qu'on fait la somme de nos interactions, on va les diviser par notre portée. Alors, vous trouverez d'autres définitions du taux d'engagement. Il y en a qui le divisent par les impressions. Il y en a qui le divisent uniquement par les clics. À mon sens, aujourd'hui, c'est le calcul le plus pertinent. Voilà. Pourquoi ? Parce que la portée, c'est le nombre de personnes qui l'ont vue, tout simplement. On sait qu'elles ont vu cette publication. Donc, c'est un peu du concret. Il y a eu un contact. Et puis, derrière, comment est-ce qu'ils ont converti ce contact ? Si vous tenez absolument français, parce qu'il y a une histoire d'image de marque, vous pouvez faire le français, mais essayez quand même de faire des posts en arabe ou bien de faire français et arabe. Mais on ne peut pas occulter le fait que les Marocains sont majoritairement arabophones. Oui. Quand vous dites arabe, c'est arabe dialecte ou bien... Alors, ça dépend du positionnement de votre marque. L'arabe dialectal, alors on a ce qu'on appelle un arabe dialectal propre. C'est-à-dire que c'est un mix entre la darija et le fosha. Et c'est propre. On peut l'utiliser quand vous êtes une marque en public, oui, utilisez-le. Quand vous êtes une marque un peu plus corporate, par exemple une institution, une fondation par exemple, là vous n'avez pas trop intérêt à aller sur la darija, il vaut mieux rester sur le fosha. Mais franchement, quand vous êtes une marque en public, il ne faut pas hésiter. C'est un mélange qui est très propre, il faut y aller. Aujourd'hui, le français est la langue des décideurs. C'est ça le souci au Maroc. Le français est la langue des décideurs, alors que la langue du public, c'est l'arabe en réalité. Donc, on a tendance à faire des supports en français, mais qui n'ont pas une audience extrêmement large. On peut le voir sur le ranking Alexa. Est-ce que vous connaissez tous Alexa ? Alexa, qui connaît Alexa ? Alors, Alexa.com, c'est un métamoteur de recherche qui vous donne accès au classement des sites web par pays ou ça dépend par secteur, mais ça peut vous donner une idée du classement des sites web au Maroc. Et vous verrez que les sites francophones sont après les 200, même les plus performants, qu'on pense être les plus performants parce que nous on les voit, les tels quels, les H24, tout ça. On a l'impression que voilà, ils sont super lus, mais en réalité non. Par contre, ce que vous allez retrouver dans le top 20, vous allez retrouver Hespress, vous allez retrouver le Botola pour le sport, vous allez retrouver Hiba Press, vous allez retrouver les arabophones. Donc, c'est pas nous qui le disons, cette data est réelle. L'arabe marche beaucoup mieux et l'interaction est plus au rendez-vous. Nous l'avons testé nous-mêmes sur nos propres pages. Pourtant, bon, par exemple, sur la page du Festival du film, qui est une page quand même très... voilà, on est dans le culturel, dans l'international, et bien quand même, quand on poste quelque chose en arabe, et ben on a beaucoup plus d'interaction. Voilà, c'est comme ça. Alors le partage plus que jamais.
Aujourd'hui, on n'arrête pas de partager. On ne fait que partager. On partage sa vie, on partage son repas, on partage ses gamins, on partage tout et rien. On partage tout et n'importe quoi. Donc, partage des contenus. Mais voilà, vous avez Snapchat aujourd'hui qui est non seulement le partage, mais le partage instantané. C'est-à-dire les gens, et puis la montée du live. C'est-à-dire on a l'impression que les gens ont besoin que vous sachiez ce qu'ils sont en train de faire à l'instant T et comment ils le font et avec qui ils le font. On ne va pas rentrer dans le débat pourquoi, dans le débat qui est psychologique, l'envie de montrer qu'on réussit, tout ça, qui est... Si vous voulez, on fera une autre session sur ça. Mais voilà. Aujourd'hui, l'être humain est surtout la nouvelle génération, la génération Z, est beaucoup dans la démonstration et beaucoup dans la justification. Et du coup, ça marche très bien sur eux. Le curatif, ça, on n'a pas du tout, ou très peu. C'est les avis conso, les commentaires des internautes. Aujourd'hui, quand vous voulez un commentaire sur un hôtel, vous allez sur Booking. Booking, c'est pas marocain. Et c'est bien dommage. Il y a eu une levée de fonds récemment, une jeune start-up qui a décidé qui a levé des fonds pour faire un comparateur de prix, ce qui est déjà très bien. Je leur souhaite beaucoup de succès, parce que ça sera bien d'avoir un comparateur de prix marocain. Donc le curatif, c'est tout ce qui est, voilà, donc comme on a dit, les avis conso, les commentaires des internautes, tout ça. Alors là, on va passer aux tendances du web. On vous a fait une petite infographie. Alors, j'ai fait cette même infographie il y a à peu près... mince, ça s'affiche pas. Donc je vais plutôt vous raconter l'histoire. Alors aujourd'hui, les tendances sur le digital, nous sommes... Non, toujours pas. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la vidéo. Je vous montrerai des chiffres après sur la vidéo. L'explosion de la vidéo. Viens. L'explosion de la vidéo. Et puis le live. Alors tout le monde s'est mis au live, tout le monde, même Instagram, tout le monde. Ça a été lancé, au départ, ça a été par Twitter, via une application qui s'appelait Periscope. Donc ils ont été les premiers à faire du live. Et puis, à un moment donné, Facebook a compris que c'était intéressant, ils ont commencé à en faire. Ils ont été suivis par YouTube. Et puis par Instagram. Donc, cette tendance du live et de la vidéo, on le sait depuis longtemps, que la vidéo, ça marche très bien. Maintenant, c'est le live. Pourquoi ? Parce qu'à travers ces lives, on est vraiment dans ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est ce que je vous ai fait au départ. Je vais vous lire des exemples de storytelling qui sont juste voilà, fabuleux. Bien sûr, les Américains sont en tête des bonimenteurs, je dirais. Donc, non, ça marche pas. Donc la vidéo, première tendance. Deuxième tendance. Alors la deuxième tendance, c'est l'automatisation du marketing sur le digital. Alors, l'automatisation, c'est quoi ? En fait, c'est une façon aujourd'hui... Écoutez, elle est normale, il faut répondre aux gens. Plus vous allez répondre aux gens, plus ça va se calmer. Plus vous allez vous cacher, plus ça va s'enflammer. Je ne sais pas si vous avez vu François Fillon, il s'est excusé dernièrement. Bon, lui, il est un peu mort quand même. Mais il est quand même passé... Sa démarche était bonne. Il est venu, il est resté droit dans ses bottes. Il a dit « je m'excuse parce que j'ai raconté des fariboles et que ma femme a raconté des histoires, mais je reste droit dans mes bottes ». Une journaliste lui a dit « est-ce que vous allez rembourser ?» Il a dit « pourquoi je vais rembourser ? Elle a travaillé. » Moi, ce gars-là, je suis désolée, il s'est peut-être planté au niveau de la communication au départ. Je trouve qu'il se rattrape. Mais bon, les Français étant ce qu'ils sont, je pense qu'il est fichu. Je les aime beaucoup, mais voilà. Étant ce qu'ils sont, on sait que tout de suite, abus de biens sociaux, tout ça. Bon. Après, le point de vue se discute. Mais, s'il vous plaît, vous êtes tous là, transmettez à qui de droit dans vos entreprises. Vous devez avoir vos réseaux sociaux. Vous devez les avoir absolument. Chaque réseau social a sa vocation et chaque réseau social vous permettra de communiquer avec des cibles différentes et d'être présent sur tous les fronts. Quand vous êtes une banque ou une institution, vous devez être sur LinkedIn parce que vous avez une image à renvoyer aussi bien à vos employés qui sont très nombreux qu'aux professionnels en règle générale, à vos fournisseurs, à vos prestataires, tout. Soyez sur Twitter.
Twitter n'est pas très développé au Maroc, mais quand vous êtes une institution de renom et que vous avez de la visibilité à l'international, vous devez être sur Twitter. Twitter est un outil RP. Ce n'est pas un réseau social classique, c'est un outil RP, mais qui vous permet d'avoir des followers qui sont d'une grande qualité, qui sont très qualifiés. Voilà. Et qui interagissent et qui relaient. Twitter, c'est l'outil de relais par excellence. Et puis, soyez sur Facebook. Pour les marques grand public qui ont des produits à vendre, oui, soyez sur Facebook. Vous devez être sur Facebook, absolument. Pour les institutions, disons corporate, enfin des institutions qui n'ont pas des produits grand public, Facebook est en seconde intention. Voilà. Et ça, il y a souvent cette erreur qui est commise, c'est que les gens se jettent sur Facebook alors que ce n'est pas forcément le réseau social où ils devraient être. LinkedIn est en train de se développer au Maroc. C'est un réseau puissant. C'est un réseau fait de professionnels. C'est là que sont les décideurs. Donc c'est peut-être une niche par rapport à Facebook, mais il est très important, que vous soyez sur Facebook ou pas, d'être aussi sur LinkedIn. Très important. Parmi les tendances que nous avons aujourd'hui, donc le live, il me l'a mis tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie de vous montrer cette infographie. Bon. Alors, on a aussi, deuxième tendance 2017, donc on a parlé en première tendance de la vidéo live, du storytelling. On a aussi l'intelligence artificielle qui a fait sa grande entrée en 2016 et qui est arrivée aujourd'hui sur le digital. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous allez la voir à travers ce qu'on appelle les chatbots. Vous allez la voir aussi dans tout ce qui est marketing automation, automation marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer sur un site e-commerce et avoir un module de chat qui va sortir et qui va discuter avec lui comme si c'était un être humain face à lui. Tout ça, c'est des algorithmes, c'est des scénarios. Je pense que Mohamed saura l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais c'est des outils aujourd'hui qu'on utilise aussi en marketing digital. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir une approche très personnalisée du consommateur. Ça nous permet de collecter une data très précise également en faisant la conversation. L'idée, c'est de faire la conversation de façon presque naturelle, sans mettre de l'humain derrière. Voilà. Et c'est aussi de pouvoir traquer votre utilisateur une fois qu'il arrive chez vous, de pouvoir le traquer de façon automatique avec un raisonnement quasi humain. C'est-à-dire, il est rentré ici, puis après, quand il est sorti, il est parti là, ça veut dire qu'il est intéressé par telle chose, mais il en a besoin à tel moment, et puis pour tel objectif, et ainsi de suite. Vous automatisez en fait les réactions de l'outil en fonction du comportement de l'internaute. Et les chatbots, alors ça c'est la grande tendance de 2017, comme je vous ai dit. Donc, vous discutez en temps réel avec une marque, comme avec vos potes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un chatbot avec, je sais pas moi, la Fnac, et puis vous êtes en train de papoter avec lui, voilà. Et puis c'est comme si c'est votre pote, il vous raconte, vous lui racontez, voilà, je veux ça, je veux tel chanteur. Ah oui, tu aimes bien ce chanteur. Ah ouais, j'aime bien. Et tu sais quoi, dans ce cas-là, je vais te proposer un gars qui chante la même chose que lui, et ainsi de suite. C'est un outil qui est extraordinaire en termes marketing et commercial, et qui va faire son apparition là. Ça a déjà fait son apparition en 2016, mais là en 2017, c'est vraiment la grande tendance. Le marketing mobile, bon, c'est une vieille tendance, mais qui est toujours là et qui le sera toujours. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens aujourd'hui sont sur le mobile. Voilà. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses sur le mobile. Qui se réveille le matin et prend son téléphone mobile en première intention ? Allez, allez, faut pas raconter d'histoire. Qui le regarde avant de se coucher ? Voilà. Qui a déjà acheté un billet d'avion ou un hôtel sur son mobile ? Qui a déjà payé une facture sur son mobile ? Voilà. Donc j'en dirai pas plus. Je pense que c'est pas la peine de trop développer sur cette partie. Le M-commerce est en vogue avec le développement du M-paiement, avec le développement. C'est des tendances, voilà, qui sont irréversibles. La réalité virtuelle aussi est une tendance. La réalité virtuelle, donc c'est tout ce qui est aujourd'hui, par exemple, vous avez le pot de yaourt au supermarché, vous allez scanner une petite image et puis vous allez rentrer dans une application, dans un jeu,
Ou vous êtes au supermarché et puis vous passez à côté du rayon, par exemple, de Danino, et vous avez la mascotte Danino qui vous fait un petit signe, et puis vous arrivez, vous commencez à danser, et puis la mascotte danse comme vous. Vous avez besoin d'un plan de Paris, par exemple. Vous avez besoin de partir quelque part à Paris, et ben vous rentrez votre adresse et vous prenez votre téléphone, et puis vous avez des flèches. Et puis les flèches, vous marchez. Vous avez la rue, hein, la photo de la rue, et puis la flèche, vous la suivez jusqu'à ce que vous arriviez. Et puis il y a Pokémon Go. Voilà, qui est un exemple édifiant du virtuel, de la réalité virtuelle. L'influence, on en parlera tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, le digital est quand même saturé, pas saturé, mais vraiment, il y a beaucoup de publicité, beaucoup de promotion. Donc aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle l'influence, et c'est ce qu'on expliquera de façon plus précise en décortiquant les campagnes Trump et les autres. Le marketing de contenu, alors c'est vieux comme le monde. Enfin, vieux comme le monde à l'échelle du digital, c'est-à-dire ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle. Donc le marketing de contenu, l'inbound marketing, donc tout simplement, c'est produire des contenus à forte valeur ajoutée qui vont faire que les gens viennent chez vous pour ces contenus et pas forcément pour votre marque. Mais en venant chez vous pour ces contenus, ils découvrent votre valeur ajoutée et ils commencent à s'intéresser à votre marque. C'est une tendance qui existe depuis 2 ans et qui va perdurer parce qu'aujourd'hui, la qualité deviendra très très importante parce que tout le monde va se mettre sur le digital. Et l'inbound marketing peut revêtir différentes formes. Ça peut être des articles, des livres blancs, ça peut être des vidéos, ça peut être... L'idée, c'est vraiment de produire des contenus. Quand vous voyez un livre blanc, c'est de l'inbound marketing. Ils le font pas gratos. Ceux qui vous livrent... Alors surtout quand c'est gratuit. Donc ceux qui vous envoient un livre blanc, quand c'est gratuit, c'est pour que vous sachiez ce qu'ils font en fait. Et vous venez chez eux parce que leur contenu vous intéresse, jusqu'au jour où vous dites, bah tiens, pourquoi pas, on peut peut-être les consulter. La personnalisation qui va de pair avec tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire le consommateur au cœur du marketing digital, au cœur de la transformation digitale. Le parcours client va devenir la figure de proue de toutes les stratégies à tous les niveaux, pas qu'au niveau du marketing. Donc au niveau organisationnel, au niveau des DSI, au niveau de tout. Aujourd'hui, le consommateur est au cœur et la personnalisation est importante. La personnalisation va être permise par la collecte de data, par l'anticipation des comportements, par tous les outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre le consommateur. Alors l'email marketing, qui a encore de beaux jours aussi devant lui, qui reprend, qui avait perdu un petit peu de sa puissance et qui reprend aujourd'hui. Et puis évidemment, la dernière tendance, c'est le cross-device. Et ça, c'est au cœur de des processus Quelqu'un peut venir me remettre la presse, s'il vous plaît. Quelqu'un peut venir me remettre la presse. Alors, et on a le cross-device. Et ça, c'est un point important, parce que c'est quelque chose que vous allez tous rencontrer. Je pense qu'il y a au moins, j'ai vu qu'il y avait des banques avec nous, je pense qu'elles ont toutes entamé aujourd'hui leur transformation digitale, ou au moins a mis en place un département digital. Il y a des gens de Tijari avec nous. Vous êtes quelle banque? Ah, Tijari Wafa Bank. Donc, j'ai entendu dire qu'il y a un directeur digital maintenant chez Tijari Wafa Bank. D'accord. Qui va piloter en fait, la transformation digitale. Pourquoi? Parce que les banques, plus que jamais, vont arrêter de raisonner en termes de silos et de multicanal et vont commencer à raisonner en omnicanal. Aujourd'hui, vous, consommateurs, sans vous mettre dans la peau de l'annonceur, vous, consommateurs, vous allez commencer quelque chose sur le PC, et puis la finir sur le téléphone, et puis peut-être la finir en boutique, et puis aussi éventuellement aller Instagrammer ce que vous avez acheté. Et ça, l'annonceur l'a compris. Il a compris que le consommateur aujourd'hui, il est pas multicanal, il est omnicanal, c'est-à-dire on va suivre le consommateur. On n'est plus dépendant des canaux dont nous disposons, mais nous allons suivre aujourd'hui le consommateur. C'est lui. Donc c'est lui, et le consommateur, il est partout. C'est pour ça qu'on dit omnicanal. Il est partout. Il est omniprésent sur tous les canaux. Donc on ne raisonnera plus en multicanal, où on va adapter. Alors on va dire là, moi je vais dire ça sur Facebook, et puis en agence bancaire, je vais lui donner tel service. Aujourd'hui, le client n'a plus envie ni d'attendre, ni de se prendre la tête. Il a besoin d'un service, aujourd'hui, qui le prenne en considération. Donc c'est l'apogée de l'ego, de machin, de je me fais chouchouter, de le client est roi. Mais c'est comme ça. Et
plus les entités s'y mettront, plus vite elles réussiront à prendre le tournant. Celles qui traînent, qui n'ont pas encore compris l'intérêt, vont se casser la figure. Pourquoi ? Je dirais c'est une question de survie. Pourquoi ? Parce que la transformation digitale, le marketing digital n'est qu'une la partie immergée de l'iceberg. Derrière, vous avez un impact sur les organisations, vous avez un impact sur les processus, vous avez un impact sur tout ce qui est système informatique, système d'information. Vous avez un impact sur les comportements, les attitudes des gens. Donc, on est vraiment dans la conduite du changement. Je pense que tu veux une pause, Mohamed, pour sortir. Non ? Ah non, j'ai vu l'heure. Ah non, moi j'ai encore plein de choses à raconter. Avez-vous des questions sur cette partie de tendance web ? Alors moi, c'est vieux, mais c'est toujours d'actualité. Le contenu est roi. Il faut vraiment vous dire ça, le contenu est roi. Aujourd'hui, faire une petite pub avec un joli visuel, par exemple sur les produits Tijari, le pack Rasmali, tout ça, bon, c'est bien, mais on ne peut pas faire juste une campagne publicitaire aujourd'hui. Enfin, on peut la faire, mais ce n'est pas ça qui va être le plus efficace. Voilà. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il faut vraiment créer des contenus. Par exemple, sur Rasmali, c'est pour les TPE, si je ne me trompe pas, Yak. Donc, par exemple, pour les TPE, peut-être s'adresser réellement à ce petit entrepreneur, lui raconter ce que pourrait être sa vie avec l'offre Rasmali. Lui raconter sa life, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, et vraiment être dans la création de contenu. Le contenu est roi dans la mesure où aujourd'hui, vous avez déjà les publicités vont être bloquées, sont de plus en plus bloquées par les ad bloqueurs. Donc tout ce qui est publicité premium, même quand vous rentrez sur un site d'info, par exemple, alors aujourd'hui, il y a des sites qui vous disent gentiment, s'il vous plaît, c'est la pub qui nous fait vivre, désactivez votre ad bloqueur. Mais de plus en plus de personnes mettent des ad bloqueurs parce qu'on est envahi par la publicité. Donc, du coup, il faut penser à des moyens plus subtils de communiquer et dont le contenu. Plus votre contenu est qualitatif, plus votre contenu va toucher le fan, plus il va s'engager avec vous. Et le contenu aussi, les algorithmes aujourd'hui de Google, les algorithmes de tous les réseaux sociaux, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, privilégient les contenus qualitatifs, les contenus qui sont pertinents. C'est-à-dire l'un des derniers algorithmes de Google, je dis l'un des derniers parce que pour moi c'est le dernier, mais je suis sûre qu'ils en ont trouvé un autre entre-temps, le Hummingbird était basé sur la pertinence des requêtes, même pas sur les mots-clés. Les mots-clés, aujourd'hui, à la rigueur, c'est bullshit. C'est vraiment la pertinence des requêtes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous rentrez, vous tapez pas, vous n'allez pas taper chaussettes. Vous allez taper chaussettes rouges Casablanca. Et donc, c'est cette pertinence des requêtes aujourd'hui qui est prise en compte par les moteurs de recherche. Voilà. Plus c'est précis, plus ça va remonter dans vos résultats de recherche. Vous verrez qu'il y a beaucoup de marques qui ont des choses à vendre, mais qui sont d'abord référencées pour leur contenu. Parce que c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de marques qui créent des blogs. Qui créent, comme on a dit tout à l'heure, des livres blancs, qui font de l'inbound marketing, parce que c'est ce qui marche. Quand on cherche pas forcément les dernières Nike, mais on va dire chaussures de sport ou chaussures de course. Et dans les chaussures de course, alors là, vous allez avoir Nike, bien sûr, qui est juste extraordinaire, qui est the benchmark pour les marques de sport, qui fait de très belles choses. Et à aucun moment, je vous montrerai une vidéo d'une campagne, à aucun moment, il ne parle de Nike dans la capsule. Mais alors, pas du tout. Hein. Mais le contenu est super, c'est une super capsule, très bien faite. Bon, d'accord, il y a Ronaldo dedans aussi. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous sensibiliser à cette histoire de contenu. Les 3 piliers d'un contenu engageant qu'il faut retenir et qui vous aideront tout à l'heure à construire, l'après-midi à construire votre planning éditorial. L'utilité, donc c'est très important. Il faut être utile, informé, conseillé. Il faut savoir créer la relation, donc créer le lien. Comment vous créez le lien ? Vous allez créer le lien en construisant votre communauté, en lui donnant des contenus intéressants, des contenus engageants. Quand vous créez ce lien, il faut veiller à le pérenniser, à le maintenir. Et puis,
parce que c'est quelque chose, c'est ce qui va vous permettre à vous de partager ce que vous avez à dire, ce qui va permettre à vos fans de partager vous ce que vous avez à leur raconter, et puis d'interagir. L'interaction est la grande nouveauté de la communication digitale par rapport à la communication classique. C'est une communication qui a double sens. Et ça, c'est pour ça que je vous dis surtout allez sur les réseaux sociaux, surtout n'hésitez pas, surtout plongez. Il y a des mécanismes de gestion de crise, on sait comment anticiper les problèmes, on sait comment répondre. Aujourd'hui, vous avez des gens sur le marché, vous avez des experts sur le marché qui sont capables de vous conseiller. Mais ne vous privez pas de ces canaux, parce que ça crée une relation forte, et cette relation, vous en avez besoin. Fidéliser vos fans, c'est important. Et puis le plaisir, donc qui rejoint un petit peu l'idée du divertissement. Il faut faire rêver. Si on ne peut pas être fun, si on ne peut pas faire rire, il faut savoir faire rêver. Voilà, donc faire rêver, par exemple chez Intelsia, vous pouvez vendre du rêve. Donc bien sûr, il y a la réalité, mais bon, je sais quand même que vous êtes RSE et que vous avez quand même des pratiques que vous faites de votre mieux pour offrir des conditions optimales à vos téléopérateurs. Il faut capitaliser sur ça et il ne faut pas hésiter à être transparent. Voilà, je veux dire, oui, c'est un métier dur, mais nous, chez Intelsia, on fait tout pour que ça devienne un métier plus sympa. On a parlé de contenu et maintenant, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est ce que je vous ai fait en introduction, s'il vous plaît. Donc c'est ce que j'avais fait en introduction. Je vous avais raconté l'histoire de mon agence, qui est partie de mon histoire. Pourquoi est-ce qu'on utilise le storytelling? Parce qu'il est en général beaucoup plus efficace que de parler juste d'un produit ou juste d'un message clair. Je vais me connecter à ça. Alors c'est Barack Obama qui a souvent eu recours au storytelling. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, ce qui fait son charme aussi. Alors, il va raconter la capture de Ben Laden. Et puis, il va... tout ça, pourquoi? Pour en arriver à l'idée que les Américains sont très unis, que les Américains sont extraordinaires. Mais vous allez voir comment il raconte l'histoire. C'est ce qu'on appelle le storytelling politique. Un instant, voilà. Alors, il commence par dire « L'une des choses les plus précieuses que je possède est le drapeau que les troupes d'élite ont emporté lorsqu'ils sont partis en mission pour attraper Ben Laden. L'un des jeunes soldats qui a accompli cette mission m'a confié plus tard qu'il ne méritait pas d'être salué pour ce succès. Ça a juste réussi, a-t-il dit, parce que chacun des membres de son équipe avait fait son travail. Le pilote qui a réussi à faire atterrir l'hélicoptère dont on avait perdu le contrôle, le traducteur qui a empêché les autres d'entrer dans le complexe de Ben Laden, nous, les soldats qui avons écarté les femmes et les enfants de la zone de combat. C'est la même chose avec l'Amérique. Chaque fois que je regarde ce drapeau, cela me rappelle que notre destin est lié, comme ces 50 étoiles et ces 13 rayures. Personne n'a construit cette nation tout seul. Cette nation est grande parce que nous l'avons construite ensemble. Cette nation est grande parce que nous avons travaillé en équipe. Cette nation est grande parce que nous pouvons toujours avoir quelqu'un qui nous couvre. Et si nous tenons cette vérité, il n'y a pas de défi trop grand, aucune mission que nous ne puissions accomplir. Aussi longtemps que nous sommes unis dans un objectif commun, aussi longtemps que nous nous tiendrons à notre résolution commune, nous avançons dans notre voyage, notre avenir est plein d'espérance et l'état de l'Union sera toujours fort. En réalité, il délivre un seul message, c'est que nous sommes un pays uni. Il veut véhiculer ce message de l'union. Mais s'il vient devant tout le monde et qu'il dit nous, on est unis parce qu'on a une super histoire, on est venus de partout, et puis tout ça, ça va pas marcher. Comme de raconter une histoire qui va tirer une petite larme, qui va appeler à l'esprit patriotique, c'est la capture de Ben Laden. Donc toute la façon dont ça a été raconté, alors qu'en réalité, on raconte juste au départ la capture de Ben Laden, pour atterrir sur ce message fort, vous le transposez, c'est du marketing, hein, c'est du marketing politique. Si vous le transposez aujourd'hui à une marque aussi peut très bien se storyteller. Voilà. Une marque peut se storyteller, raconter son histoire, ses racines, ou bien raconter aujourd'hui une valeur dans laquelle elle se reconnaît et développer autour. Et c'est ce qu'on verra quand vous allez communiquer sur vos propres entités, avant même de penser à créer un planning de prise de parole sur les réseaux sociaux, il va falloir d'abord penser à ce que vous allez raconter. Qu'est-ce qu'on va raconter? Ça, c'est important. On ne va pas parler du produit uniquement. Le produit, c'est quelque chose qu'on va utiliser
ponctuellement, d'accord, pour pousser un produit, mais il faut qu'avant, on ait un terreau de contenu qui soit intéressant. Et donc, le storytelling est quelque chose de très, 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 très important aujourd'hui. Je vais vous montrer une campagne, qui est une campagne de... Alors, un instant. Qui était la pub d'Ariel. L'idée, c'est de vous parler à la fois de cette force du contenu en tant que véhicule d'un message porteur de valeur pour la marque, mais vous verrez qu'on se rappelle de la marque. On se rappelle beaucoup plus de la marque de cette façon que d'en parler, de dire bah, Ariel, c'est bien, ça lave les vêtements, c'est génial. D'ailleurs, toute la campagne, les dernières campagnes d'Ariel, qui étaient très réussies, je pense que vous avez tous dû voir l'une des dernières où on a un petit enfant qui marche et qui va venir prendre qui va essayer de toucher la boîte où il y a les petites capsules Ariel. Et en fait, on ne voit Ariel qu'à la fin, ils en parlent même pas. Ils sont en train de dire faites attention, les produits ménagers, il faut les mettre en haut et on vous met le paquet d'Ariel. Mais voilà, à aucun moment on a dit Ariel, ça lave bien les habits de votre enfant. Mais moi personnellement, c'est une campagne qui m'a marquée. Pourquoi? Parce que là, on est dans ce qu'on a dit, les contenus engageants, on est typiquement dans le contenu utile. Voilà, on est dans le. Certains d'entre vous ont dû la voir parce qu'elle est vraiment belle. Enfin, voilà. On est typiquement dans un très beau contenu où ils ont choisi de se positionner sur en fait les mamans, aider les mamans ne sont pas là pour faire la lessive. Et vous verrez, vous avez fait attention qu'ils nous ont montré une maman moderne qui est entre la modernité et le traditionnel. Ce qui nous rappelle beaucoup un peu les mamans marocaines. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça a touché énormément de monde. Ils ne sont pas allés sur la femme traditionnelle, comme la maman dans le film. Donc on a cette combinaison de traditionnel, on a la famille qui attise énormément d'émotions. Ça marche très bien aussi, la famille. Quand vous montrez la famille, là, on voit le petit enfant, on voit le grand-père. Ils ont joué sur des clichés. Le mec qui est assis devant sa télé, en train de jouer pendant que sa femme est en train de faire 36 000 choses. Elle vient de rentrer du boulot et elle continue à faire 36 000 choses. Et puis, le papa, cette relation avec la fille, c'est à travers sa fille qu'il va se rendre compte que finalement, il a un petit peu, qu'il pourrait faire mieux avec sa femme. Donc là, on a toutes les recettes. Et vous avez remarqué, à aucun moment, on ne parle d'Ariel. À la fin, on voit un paquet d'Ariel au-dessus de la machine à laver. Ce genre de campagne est très impactant. Pourquoi? Parce qu'on a retenu cette histoire. On a retenu cette histoire du père qui va voir sa fille, tout ça. Et on se dit, c'est Ariel qui offre ce contenu, en fait. Et Ariel est du côté des mamans modernes. Donc toute femme qui va se reconnaître
Dans cette configuration-là, eh ben, forcément, c'est rentré, le capital sympathie de la marque va augmenter et du coup, elle monte dans le top of mind des consommateurs. Donc ça, c'est des choses importantes. Je vais vous en montrer une autre qui est super chouette. Alors c'est le Doritos, elle est très sympa. Est-ce que vous voulez qu'on la regarde pour le plaisir? Juste une pub, mais très drôle. Beautiful baby. Any dig now? Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos. I'll let Elvis know. What I have to do, I know. Give me that. Voilà, c'était pour le plaisir celle-là. Bon, celle-là aussi, là, on est complètement dans le drôle. On pourrait dire Doritos, accouchement, tout ça, mais voilà, il y a toujours des idées, des gens très créatifs. Voilà, alors celle-là. J'adore ce que fait Nike, et je pense pas être la seule. Bon, bien sûr, il y a le recours à la personnalité, au personnage public qui est très fort aussi. Donc là, si vous avez compris, ils ont switché. L'un a pris le corps de l'autre. On se demande qui est le plus malchanceux.
Alors là, le petit gars, il est en train de devenir fort. Et puis la rencontre. Voilà, chacun récupère son... Hashtag février le jeu. Voilà. À aucun moment... Digital, s'il vous plaît? Est-ce que c'est des campagnes uniquement digitales ou c'est des campagnes qui ont été réutilisées pour le web? C'est les deux. En général, c'est les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, les marques ne raisonnent plus digital ou bien offline. Ils raisonnent en général les deux, mais très souvent, ça démarre dans le digital. Voilà. Donc, J'ai l'impression que c'est un peu lourd pour le digital. vous avez quand même tous regardé jusqu'au bout. Donc oui, effectivement, celle-ci est longue. C'est-à-dire celle-ci est longue, mais vous avez vu sur quoi ils ont joué. C'est un exemple effectivement d'une capsule longue qui réussit. Celle d'Ariel, on était à 2 minutes à peu près. C'est en général le standard qu'il faut sur le digital pour que les gens ne s'ennuient pas et pour que les gens regardent jusqu'au bout. Mais c'est là où je parlais tout à l'heure de contenu de qualité. Quand vous avez un super contenu, comme celui-là, vous avez Ronaldo, vous avez tout. Vous avez Ronaldo, vous avez le rêve qui est vendu aux gamins, vous avez l'idée qui a déjà été utilisée, on peut même se rappeler Switchers d'Inouï. Donc je pense que, sans comparaison, mais on peut comparer les deux concepts. Je veux dire, c'est une idée qui existe déjà, mais on a vendu du rêve, on a mis Ronaldo, on a mis une belle bagnole, on a mis on a parlé de foot, qui est un élément qui est très fédérateur. Donc tout ça, c'est des codes de communication qui sont déjà utilisés et qui marchent à chaque fois. Voilà, il y a quelques codes qui marchent très bien à chaque fois. Et puis, vous avez vu que là, à aucun moment, à part qu'ils sont habillés Nike, évidemment, mais à aucun moment, Nike ne vient s'imposer. Et d'ailleurs, Nike ne le fait plus. La dernière campagne de Nike sur Instagram, ils ont fait comme c'est presque un concours photo, où des jeunes photographes sont venus proposer leur idée de ce que peut être Nike. Et c'est des photos d'artistes qui sont extraordinaires, mais il n'y a rien. À part que c'est sur la chaîne de Nike, il n'y a rien. Et on parle du photographe, on parle de ce qu'a fait ce photographe. C'est un jeune qui a été propulsé, un jeune, je crois qu'il est brésilien, il me semble. Enfin, il est d'Amérique latine, je me souviens plus de son nom. Mais c'est un jeune qui a percé grâce à Nike. Et puis on se dit tout de suite, Nike, c'est vraiment une marque cool. Comme on l'a dit, Ariel, c'est une super marque qui est sympa avec les femmes et tout ça. Là, on se dit, Nike, c'est super cool. On est juste dans le domaine du sport, dans le domaine du foot, avec Ronaldo que tout le monde adore. Et puis même l'histoire, elle est sympa, elle est marrante. Elle aurait été peut-être différente si c'était pas Ronaldo aussi. Donc c'est là où on dit, il y a une force. Quand on raconte une histoire, il y a des ingrédients, il y a des choses qui marchent à tous les coups. Voilà. Ça, c'est l'une des meilleures campagnes de l'année 2016. Si vous voulez, je peux vous montrer la première. Alors, il y en a une chez les Égyptiens. Et là, le succès de cette campagne s'explique par quoi? Ça s'explique plus par l'esthétique, par le fait d'avoir réuni plusieurs stars, et ils ont surfé sur la vague des comédies musicales, qui est très en vogue. Et elle a très bien marché, cette vidéo. Je peux vous la montrer aussi.
C'est voilà. Ça rappelle les vieilles pubs qu'on avait dans les années 80 et qui franchement il est très sympa. Ça rappelle un peu ces vieilles pubs, sauf que c'est très bien fait. C'est fait sur le modèle des comédies musicales. Pour ceux qui ont vu La 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 Land, voilà, La 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 Land et la consécration de tout ce qui est comédie musicale. Voilà. Donc on est un petit peu dans le même esprit. On ressort des vieilles stars que tout le monde a connues, que tout le monde. Et c'est très bien fait. J'insiste sur la qualité. Quand vous faites un contenu, il doit être qualitatif pour se démarquer de tous les contenus qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est très simple, mais c'est beau, c'est joli, ils sont bien habillés, ils sont mignons, la déco est sympa, tout est sympa. Alors celle-là, je vais vous la montrer, c'est pour l'émotion. Je vais éteindre l'autre. Elle est magnifique. D'ailleurs, elle est deuxième dans le classement. Bon, je l'aurais mise première. Celle-ci est très belle. Alors c'est là tout à l'heure, madame, où je vous disais, vous seriez étonnée de ce qu'on peut faire de concepts très tristes ou de concepts... C'était la pub pour les Jeux paralympiques de Rio. Et ils ont surfé bien sûr sur le Yes Weekend de Barack Obama. Et ça s'appelle Yes I Can. Alors celle-ci aussi est longue, mais comme ce qu'elle raconte est superbe, les gens vont regarder jusqu'au bout. Mais c'est rare, effectivement. C'est pour ça qu'elles sont dans le top 10. Voilà. Alors celle-là aussi, on a tous les ingrédients. On a vendu de l'espoir. On a vendu quelque chose de grand. On a vendu, on vend le handicap aussi. Mais à aucun moment, je ne pense que quelqu'un a eu pitié. Enfin, je sais pas. Mais moi, personnellement, en la regardant, j'ai envie d'enchaîner sur la musique ou de la fredonner. C'est un message d'espoir. Ils ont fini sur les enfants. Comme je vous ai dit, les enfants, c'est très vendeur. Ça marche à tous les coups. Mais c'est-à-dire, si on voit ça d'un point de vue strictement marketing, c'est effectivement c'est très très réussi. C'est-à-dire, on a pris quelque chose qui est triste, peut-être qu'on a quelqu'un dans la famille ou quelqu'un, un ami qui est handicapé, on nous sensibilise beaucoup à la cause des handicapés et on y a mis de la joie, on y a mis de la bonne humeur, on y a mis de l'espoir, voilà. Et puis des enfants pour la fin
et hop, la sauce prend. Là aussi, on est à 3 minutes 30 à peu près. Elle est longue, en effet, mais je pense que tout le monde prend du plaisir à la regarder jusqu'au bout. Voilà. Alors, donc tout ça, c'était pour vous dire à quel point cette histoire de contenu, de storytelling, la façon dont on raconte, ce qu'on va raconter, le contenu est important. C'est-à-dire une capsule comme celle qu'on a vue sur les handicapés, même sans appui média, c'est une capsule qui aurait très bien pu viraliser. Voilà. C'est rare ce genre de choses, mais ça peut marcher. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vous donnerai les chiffres, la puissance de la vidéo. En 2016, il y a eu 3 fois plus de création et de partage de vidéos qu'en 2015, par rapport à 2015. Donc ça, en une année, ça a triplé et la tendance est exponentielle et ça va continuer. Très probablement, on aura essentiellement des contenus vidéo en grande majorité, certainement à 70% des contenus seront des vidéos. Chaque jour, 500 millions de personnes visualisent des vidéos sur Facebook. Donc 500 millions de personnes, c'est quand même énorme. Et on visionne 8 milliards de vidéos par jour, soit 100 millions d'heures de vidéos. Tout ça, c'est pour vous sensibiliser au fait que quand vous allez réfléchir cet après-midi à ce que vous allez raconter pour votre marque, il faut absolument intégrer la vidéo dans vos prises de parole. Vous pouvez mettre du texte, des visuels, tout ce que vous voulez, mais il faut au moins une prise de parole qui soit sous forme de vidéo. Et bien sûr, la majorité des vues de vidéos sont réalisées sur le mobile. Voilà. Donc, c'est vous dire. Bon, celle-là, je voulais juste vous montrer en fait des vidéos qui ont cartonné sur Facebook. Mais bon, je pense qu'on vient de voir pas mal de choses. On va avancer. Je vais juste vous en parler. Ça, c'est une vidéo d'une dame qui s'appelle Candace Payne. La vidéo, moi, je l'ai vue. Je ne suis pas fan de Star Wars. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un masque de Star Wars. Elle a commencé à rigoler comme une tarée en parlant juste avant de Star Wars, de ce qui se passe, tout ça. Et bien, figurez-vous que c'est la vidéo la plus vue en 2016. Vous voulez la voir quand même? Ah, d'accord. Okay. Non, mais c'est pour vous dire, quand je vous ai dit au début le keep it simple and stupid, ça, c'est ce qu'on appelle du user-generated content. Ce n'est pas les marques qui génèrent ça, c'est les consommateurs. Pardon, les internautes, c'est eux qui génèrent ça. Et ça c'est que du viral, hein, elle n'a pas mis d'appui média. Donc c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de la montrer. Alors la seconde qui est à côté, qui est très drôle, c'est la deuxième qui a été la plus virale. Et c'est en fait un compte à rebours à l'annonce des résultats de l'élection de Donald Trump. Il y a BuzzFeed qui a mis un compte à rebours en disant on est à moins de 4 ans de la prochaine élection. Voilà. Ça a été liké 1,3 million de fois. Il y a eu 55 millions de vues, 166 000 commentaires et 863 265 partages. C'est juste énorme. Énorme.
y a des fans de Star Wars. Stay patient, people. Stay patient. This is going to be worth it, I promise. Maybe not, but it's worth it to me. And I had to share with my friends on the internet web. So here's what I'm having trouble getting it. Okay, patient. All right, we're doing good. Okay, so this is what I got. Once again, this is for me, not for Duncan, not for Caden. I mean, I'll let them play with it. I'm not a bad mom. I'm not a jerk. But in all honesty, at the end of the day, it doesn't go in their toy box. It goes in my room. So here we go. I gotta take off my glasses for it. Oh, naturally. Okay, here we go. So, yes. Now watch when my mouth actually moves. That's not me making that noise. That's the mask. Here, listen. Je rigole parce que c'est débile. This is worth every penny. Bon, voilà, la capsule, il y en a encore pour 30 secondes ou juste elle... pour 46 secondes. Okay, now I'm gonna let you off the talk here. Wow. That is the best birthday present ever to myself. Wow. Oh my goodness. Y'all have an incredible day. It's a simple choice. Alors, voilà. Donc, ce fut la vidéo la plus virale en 2016. Candace Payne est active sur le digital, on peut appeler ça un influenceur, mais quand même en étant ça, on ne peut pas arriver. Alors, elle a eu 165 millions de vues, 2,9 millions de likes, 15 000 commentaires et surtout 3,3 millions de partages. Cette vidéo a été partagée 3 millions de fois. Je ne sais pas vous si vous avez compris, moi voilà, j'ai pas compris. Elle a dû surfer certainement sur la vague de Star Wars. Donc quand il y avait le lancement des films Star Wars, ça a très bien marché. Donc le deuxième, c'est celui de BuzzFeed, que par contre qui est très subtil en revanche. Donc ils mettent un compte à rebours pour la prochaine élection, qui lui aussi a été partagé 800 000 fois. Et puis il y a une vidéo très drôle d'une maman qui en avait marre du phénomène Pokémon Go et qui a décidé de créer le phénomène Chardonnay Go. Et donc on la voit se balader, je sais pas, je crois qu'elle est à New York ou je ne sais où, ou à Broadway. Elle est à Broadway, et puis elle est en train de se balader dans les rues en train de chercher un verre de chardonnay. En fait, elle tourne en ridicule le phénomène Pokémon Go. Elle montre, par exemple, à un moment donné, elle va se chamailler avec une bonne femme, elles vont se jeter toutes les deux sur le verre de chardonnay. Elles vont commencer à se bagarrer, elle va dire oui, c'est pas dangereux, c'est génial. Et puis c'est marrant parce qu'elle le fait avec les tripes, donc du coup elle est là en train de courir et de faire la folle, exactement comme ce que font les gens pour courir après le Pokémon Go. Voilà, en gros le message qu'elle veut faire passer, c'est on en a marre de ce Pokémon Go. Moi, maman, je cours après un Chardonnay Go. Voilà. Alors la vidéo a été vue 23 millions de fois. Elle a été likée 217 000 fois, 70 000 commentaires. Elle a fait mieux que Candace Payne. Et elle a été partagée 400 000 fois. Voilà. C'est vrai qu'elle est drôle. Mais elle aussi, si vous avez remarqué le phénomène commun entre les trois, c'est que tous les trois ont surfé sur l'actualité. Ça aussi, c'est quelque chose qui paye.
Vous avez vu au Maroc, pour ramener ça à l'échelle marocaine, vous avez vu quand, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui chante à Tanisaki. Comment ça s'appelle, Daoudia? Alors Daoudia, quand elle a sorti Atanisaki, toutes les marques ont surfé sur Atanisaki. Elles ont toutes fait des posts avec Atanisaki. Tous, je me rappelle plus, mais elles ont toutes sorti un post sur ça. Ils ont surfé sur l'actualité. Quand on surfe sur l'actualité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste que les gens n'entendent parler que de ça. Il y a aussi une mécanique aujourd'hui de contenu et de hashtag. C'est pour ça que je vous dis vos contenus doivent être très pertinents. Donc il y a une mécanique de hashtag. Voilà, hashtag Pokémon Go. Elle a sûrement dû, Candace a dû faire un hashtag Star Wars. Donc il y a une mécanique, il y a des conversations. Un hashtag, d'abord, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un hashtag? Parce que moi, je ne le savais pas jusqu'à il y a un an, bien que je sois dans le domaine. Donc un hashtag, c'est comme une espèce de point de repère qui vous permet de vous retrouver, de créer un fil de conversation autour d'une thématique. Donc hashtag, je ne sais pas, par exemple, dans les matchs de foot, hashtag Ejimar, ça désigne le match Égypte-Maroc. Et donc forcément, quand vous vous inscrivez sur ces hashtags-là, forcément, vous allez remonter dans les conversations. Quand vous remontez dans les conversations, votre reach s'améliore, Internet et ses algorithmes est plus à votre écoute et va plus vous remonter au lecteur. D'ailleurs, les hommes politiques utilisent systématiquement les hashtags existants. Ça peut même être hashtag lessive. Ils vont trouver une façon de parler de hashtag lessive. C'est une technique également de surfer sur les hashtags actuels. Il y a même des marques, des fois, qui s'approprient des hashtags qui ont été créés par les usagers. Ils vont se les approprier et les utiliser dans leur campagne. Voilà. Surfer sur l'actualité est aussi important. Mais bon, le point commun, c'est le rire. Vous avez bien vu. Oui. Juste une remarque. Oui. On a vu dans les anciens pubs de télévision, quand vous parlez de contenu, il y a aussi la phrase percutante qui reste, qui matraque le cerveau. Et jusqu'à Le slogan. On le voit dans la pub, par exemple, de la MAF, c'est la marque que je préfère, ou bien je l'aurai, pas assez cher pour la fameuse Renault 5, etc. Et moi, à l'époque, j'avais fait un cours dans ce sens-là, qui avait justement classé au top certaines publicités. Et on s'est rendu compte que celle qui marchait vraiment bien et qui était vraiment au top phare, C'est la MAF. la marque déjà, qui était nulle. Une marque de lessive, alors à l'époque Ariel faisait des marques qui n'étaient pas terribles du tout, qui étaient vides de sens, mais en fait il y avait toujours un mot, ou voire une phrase, qui était percutante et qui restait dans notre cerveau. Et en fait ils avaient analysé ça sur le fait que... Donc là on est au-delà du contenu uniquement, mais juste de l'accroche, je dirais, finale, pas initiale. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'études en neurosciences qui montrent d'abord que, en tout cas sur le digital aujourd'hui, vous n'allez capter les personnes, vous n'allez pas les capter plus de 30 secondes au total, et il faut que vous les captiez les 3 premières secondes. C'est un peu comme cette idée de slogan, on met un slogan à la fin qui va être retenu. On ne se rappellera pas forcément de la pub, mais on va se rappeler de votre slogan. Donc ça, c'était la force des slogans dans le offline. Aujourd'hui, le slogan existe toujours. Il existe toujours. Le hashtag est en train de... C'est le petit cousin du slogan. Voilà. C'est le petit cousin du slogan. On le retient aussi facilement. Et on l'utilise très facilement. Voilà. Mais c'était très sympa, les slogans. J'aimais bien les petites phrases qu'on apprenait. Et puis donc, les études en neurosciences, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, placent la vidéo en première... avant, c'était l'image. C'est ça qui a évolué. En fait, je pense que l'évolution, c'est juste qu'on produit plus de vidéos. Mais avant, sur les réseaux sociaux, c'était les images qui convertissaient le plus. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qui convertit le plus. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il faut faire de la vidéo avec un contenu sympa, que ce soit court, parce que l'internaute ne restera pas plus de 30 secondes chez vous. Pourquoi ? Je fais une petite digression rapide. Pourquoi ? Il y a une fragmentation aujourd'hui de l'attention. On est sur-sollicité sur le digital. Vous allez démarrer une vidéo que vous voyez déjà la suivante qui monte dans votre fil d'actualité, ou bien que vous avez déjà une suggestion qui sort. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment aller sur des choses courtes et percutantes. Voilà. Le plus simple, ce sera. Le plus impactant, ce sera également. Donc, voilà. Alors après...